Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Canadian Pacific Kansas City? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie il y a très longtemps. D'accord. Et ici, c'était pendant l'acquisition de Kansas City Southern. Donc, c'est deux compagnies qui ont fusionné. Donc, on s'attend à avoir des revenus très élevés sur les derniers mois. Donc, il faut à peu près les normaliser. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a une croissance exponentielle ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a eu une fusion. Attention. Donc, nous, on va refaire encore notre analyse. On va remettre à jour l'analyse ici. Première chose qu'on regarde, la croissance des revenus. Deuxièmement, ici, la stabilité ou la croissance des marges. On voit ici que les marges augmentent de 2012 à peu près aujourd'hui, on a à peu près des marges de 54%. Ça veut dire qu'on a de plus, le pricing power est de plus en plus visible. C'est bien d'avoir des marges brutes élevées, mais est-ce que les marges EBITDA suivent? On voit également que les marges EBITDA suivent. On aime ça. On a des marges EBITDA de près de 51%. Quand je les compare ici, c'est même très, très élevé. Donc, ici, les dépenses opérationnelles ne sont peut-être pas aussi élevées que ça, mais ça prête déjà, ça serait intriguant d'aller voir à peu près pourquoi est-ce que la différence est si petite, d'accord? Pourquoi est-ce que l'écart est si peu élevé, d'accord? Donc, c'est une bonne chose néanmoins qu'on ait des marges EBITDA et des marges brutes qui vont dans le même sens. Ensuite, on va comparer ici le nombre d'actions, histoire de voir si ça augmente ou ça diminue. On voit ici que le nombre d'actions avait l'habitude de diminuer de 2014 à peu près jusqu'en 2021. On avait à peu près en 2014 800 millions d'actions. En 2021, on avait à peu près 672 millions d'actions. Et là, on se retrouve à 933. C'est uniquement, comme je l'ai dit, parce qu'on a fait une acquisition entre-temps. Donc, on a levé du cash, on a payé avec de la dette, on a également payé en émettant de nouvelles actions. Tant que le bénéfice net par action augmente, tant mieux. OK? Donc, ici, c'est peut-être compréhensible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai partagé ici une note d'analyse sectorielle, donc le secteur ferroviaire, au niveau de la top newsletter. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le lien en description de la vidéo et vous arriverez sur cette page-ci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Top Newsletter, vous avez juste à vous abonner, c'est gratuit. On partage essentiellement des analyses sectorielles. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'accord, et qui s'abonnent néanmoins à la Top Newsletter, qui veulent quand même recevoir la note d'analyse sectorielle, n'hésitez pas également à la prendre directement dans les free notes. OK? Donc, si vous vous abonnez à la Top Newsletter, vous recevrez les prochaines. Et si vous prenez la free note ici, vous allez pouvoir recevoir l'analyse sectorielle ici des compagnies ici exerçant ici au niveau je dirais dans l'industrie des chemins de fer ou bien dans l'industrie ferroviaire aux États-Unis et au Canada. OK? Donc, je rappelle toujours que ces notes d'analyse-là, les notes d'analyse sectorielles, c'est toujours uniquement du point de vue nord-américain. Parce que je suis géographiquement par là, c'est le secteur qui m'intéresse. OK? Vous savez tous que moi, je suis au Canada, je ne suis pas en Europe. OK? Je ne dis pas que l'Europe, il n'y a pas de belles entreprises ou quoi que ce soit, mais voilà. Voilà. Si ça vous intéresse, vous connaissez le lien dans la description de la vidéo. Donc, on revient ici au niveau de notre analyse. Donc, Kansas City Southern, on parlait ici du nombre d'actions. Maintenant, on va voir si les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Net income, très élevé. Maintenant, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? C'est discutable. Il faut également voir que ces entreprises-ci ont tendance à avoir une dépense en capital très élevée. Donc, quand on voit des free cash flow moins élevés que les net income pendant très très longtemps, on doit commencer à se poser les bonnes questions. Pendant une courte période de temps, je peux comprendre, mais si ça devient une habitude, c'est peut-être des choses à aller regarder en profondeur. Donc, ici, on se dira que oui, net income plus élevé que free cash flow, ça prête à interrogation. OK? Surtout pendant cette longue période de temps-ci. Donc, et ce que je vais également aller comparer à nouveau, c'est regarder les marges de net income. OK? Et tu apprends avec des pincettes. Donc, je vais regarder les marges de net income. Mais avant d'aller au niveau des marges de net income, je vais regarder à peu près le capital expenditure par rapport, donc la dépense en capital par rapport aux revenus, histoire de voir si ce niveau-là, si la dépense en capital a augmenté. CAPEX plutôt, c'est ça, CAPEX, voilà, par rapport aux revenus. Qu'est-ce qu'on a?
On a à peu près quelque chose en tout du 20%. Ça n'a pas trop changé. D'accord? Donc, je m'interroge donc, quelle est la raison pour laquelle les free cash flow sont généralement moins élevés? Est-ce que c'est parce que l'entreprise vend à crédit de temps en temps? Parce que vendre ici, voilà, c'est essentiellement du transport. Hein. Donc, peut-être ici, elle transporte de la marchandise et elle se fait payer après, mais ça fait très longtemps que ça dure. Donc, il faut faire très attention quand vous allez regarder les free cash flow de cette compagnie ici. D'accord? Donc, c'est peut-être même pour ça que je ne vais peut-être pas payer un gros multiple ici par rapport aux bénéfices nets. Donc, si je prends ici les PER de la compagnie. Donc, on parlait d'abord des marges nettes. On termine avec ça, margin. Net income margin ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près des marges nettes qui augmentent sur les dernières années. Sur les derniers mois, on a des marges de près de 30 à 35% par là. C'est très, très bien. Est-ce que c'est durable? Il y a de grandes chances que oui. On aime ça. Donc, elle a encore de montrer son pricing power ici et de l'utiliser. Donc, ça se voit sur la marge brute, sur les marges EBITDA, ainsi que sur les marges nettes. La seule chose ici, c'est que les free cash flow ne vont dans le même sens, mais sont moins élevés que les net income. Et ça, ce n'est pas normal, surtout pendant aussi longtemps. Donc, en termes de multiples, et comme je l'ai dit, par rapport à ces free cash flow-là, je vais avoir tendance à ne pas payer de gros multiples pour cette compagnie. Même si je sais que c'est un business qui pourrait littéralement s'échanger à 20 fois les bénéfices, donc 5% de rendement, il faut être prudent parce que par rapport à ces free cash flow, le marché paie en moyenne ici, sur cette longue période de temps, à peu près 18 fois les bénéfices. Sur les bénéfices des 12 derniers mois, si on prend en considération les bénéfices des 12 prochains mois, il paye généralement ici 16 fois les bénéfices. Donc vous voyez que le marché en moyenne paye à peu près 17 fois les bénéfices pour ce business. OK? Et je vais payer 17 fois les bénéfices. Parce que comme je l'ai mentionné, on peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, mais les free cash flow ici sont très peu élevés. Les free cash flow ici ne vont pas dans le même sens que les net income. Donc on n'a pas le même volume. Et ça peut être inquiétant. Et surtout pendant une si longue période de temps. Alors, maintenant, pour terminer l'analyse, on va regarder le niveau d'endettement. Ici, on a à peu près une dette nette sur EBITDA aux environs ici de 3,9 fois les EBITDA. Et ce n'est pas si mauvais que ça. Nous, on cherche vraiment quelque chose en dessous de 5 fois les EBITDA. Ça, c'est la dette nette sur EBITDA ici en termes de ratio. Et quand on va regarder ici la dette nette en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient? On a une dette nette ici aux alentours de 23 milliards 350. Et comme on paye la dette nette ici avec les free cash flow, je compare les deux. Si les free cash flow restent aux alentours de 2 milliards, ici on peut repayer la dette nette en, disons, 11 ans par là. C'est trop. Nous, on veut quelque chose en dessous de 10 ans. Mais également, on mentionne ici que les free cash flow sont moins élevés que les net income. Or, ce n'est pas normal. D'accord? Donc, si les free cash flow reviennent au niveau des net income, on pourra repayer la dette nette ici en moins de 5 ans. Non, tout va se jouer au niveau des free cash flow. Donc, si cette compagnie m'intéresse, je vais avoir tendance à questionner les free cash flow. Donc, je continue. Maintenant, une fois qu'on sait combien de fois les bénéfices on va payer, et quand je dis si on paye 17 fois les bénéfices, ça c'est avant de prendre en considération la dette. Donc, quand on fera notre analyse comme ici, combien est-ce qu'on va avoir tendance à payer? Je vais utiliser ici Fastgraph. Je vais essayer déjà, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, sur ce business, mais n'oubliez pas, allez-y lire la note d'analyse sectorielle ici. Vous allez comprendre pourquoi c'est peut-être une bonne chose. Il y a de grandes chances que les bénéfices nets en question soient élevés dans le futur. Donc, je n'en dirai pas plus. Ceux qui l'ont lu, l'ont lu. Ceux qui ne l'ont pas lu, tant pis. Alors, ici, 17 fois les bénéfices. C'est-à-dire que si j'achète cette compagnie, c'est à 17 fois les bénéfices et que je prends en considération des prévisions en 2025 de 5,26$ parce que les analystes ont tendance ici à en faire de bonnes, vu que c'est un business assez prévisible, on va se retrouver ici à 89$ canadiens l'action. Je rappelle ici que c'est l'entité canadienne, non, c'est l'entité américaine que j'ai pris ici. Donc, on peut prendre l'entité américaine, hein, ça ne dérange pas non plus, mais c'est une compagnie canadienne. Donc, on va prendre l'entité américaine au niveau de Fastgraph pour que ce soit plus facile. Canadian Pacific, voilà. Donc, ça reste la même chose. Hein. 17 fois les bénéfices, on aura combien? 64,75 l'action. Donc, disons $65 l'action. Si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là, donc $3,421, par rapport au prix que je paye aujourd'hui, à peu près 72, j'arrondis,
on aura un rendement de 5,29%, soit à peu près 20 fois les bénéfices par là. Et ça, on n'a même pas encore pris en considération la dette. Est-ce que je suis prêt à payer ça? Pas du tout. D'accord? Si je prends 65% et 65 fois les bénéfices, si je prends ici le prix en question à 65 $, moins la dette nette, on a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Ici, ça va nous donner quoi? On a une dette nette au dernier quarterly. On a une dette nette ici de 18,20 $. Donc, si je prends ici moins 18,2, idéalement, j'aimerais commencer à m'intéresser à cette compagnie aux alentours de 47 $ l'action. Si on me la présente à 47 $ l'action, tant mieux. Et encore même, quand on arrive à 47 $ l'action, quand on arrivera à 47 $, l'action, quel sera mon rendement sur coût d'acquisition sur les bénéfices nets attendus? Reste à peu près au même niveau, à peu près du 8%. Vous savez que c'est généralement ce chiffre-là qu'on recherche, 8% de rendement par rapport à nos coûts d'acquisition. Je ne parle pas de rendement de dividende parce qu'ici, il est de 0,83%. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. OK? Donc, je ne m'inquiète même pas par rapport à ça. L'évolution. Aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 3,89%, 84%. Donc ici, la différence entre les deux, vous pouvez juste voir ici qu'il y a de grandes chances. Il y a encore une marge de croissance. OK? Donc, je sais qu'il y a des spécialistes ici pour voir quelle est la croissance du dividende ici année après année, etc. Ça, vous savez le faire. Moi, je me limite aux bénéfices nets parce que je pense que c'est ça qui compte et les free cash flow, je pense que c'est ça qui compte. Et vous savez également qu'au niveau des free cash flow, on paye le dividende ici avec les free cash flow, pas avec les bénéfices nets. Or, vous savez qu'il y a une différence entre les bénéfices nets et les free cash flow ici. Or, free cash flow doit être au moins égal à bénéfices nets plus quelque chose. Donc, on doit questionner ici la raison pour laquelle les free cash flow sont moins élevés. D'accord? Donc, c'est important. C'est la raison pour laquelle également ce business est négocié à des multiples très peu élevés. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon avis. Pour moi, ici, Canadian Pacific ne représente pas une opportunité d'investissement au prix actuel. Ça ne veut pas dire que l'action ne peut pas continuer à monter. Surtout que présentement, elle est très bien positionnée pour le long terme. Le marché ayant presque fini la consolidation ici, elle se retrouve également dans un environnement où, voilà, tout ce qui concerne ici le respect de l'environnement, le transport ici par train coûte moins, est moins polluant que le transport ici par camion. OK? Donc, ici, quand on va s'intéresser à ce genre d'entreprise, n'oubliez pas également qu'au niveau de la régulation, ça devient de plus en plus compliqué. Bref, allez lire la note d'analyse. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire pour l'avoir. Pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter avant cette vidéo, vous l'avez sans doute déjà reçu. Pour ceux qui viennent juste de s'abonner à la Top Newsletter et qui aimeraient néanmoins également avoir la note d'analyse en question, tout va se retrouver au niveau des free notes. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.